Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler des porte-avions et plus précisément de leur avenir et de leur vulnérabilité. Allez, c'est parti. Comme tout capital ship, le porte-avions a toujours été considéré comme une cible de premier plan. Le détruire est l'assurance d'un succès politique marquant, en plus d'un succès aux conséquences opérationnelles directes. Aussi ne faut-il pas s'étonner de l'attention qui lui est portée lorsqu'il s'agit de développer de nouveaux systèmes anti-navires. Mais faut-il pour autant considérer qu'il ne sera jamais touché ou qu'il serait par nature invincible? La scène aura été l'un des plus grands moments du cinéma en 2002. Dans l'adaptation cinématographique La Somme de toutes les peurs, un porte-avions américain en mer du Nord est touché par 3 missiles AS-4 tirés depuis des Tupolev 22M russes, après que plusieurs ont été détruits par des systèmes défensifs. Elle se termine sur un bruit de sirène et le hangar en feu du bâtiment qui poursuit sa route sans couler. Washington préparant ensuite sa riposte. La scène est en soi réaliste. Durant toute la guerre froide, le développement des conceptions de guerre navale soviétique était axé sur la destruction en mer des groupes aéronavals américains par des attaques de saturation utilisant de gros missiles anti-navires, historiquement qui sont les premiers, les plus lourds et les plus rapides, tirés dans le cadre d'attaques interarmes complexes depuis des avions, des bâtiments de surface et des sous-marins. On parlait alors du lancement d'une trentaine ou d'une quarantaine de missiles. L'expérience ukrainienne a montré que leur profil de vol, une phase terminale plongeante, les rendait particulièrement difficiles à intercepter. Jusqu'à la fin de la guerre froide, la marine russe s'entraîne à ce type de scénario, lequel est par ailleurs bien appréhendé par l'US Navy. Très rapidement, elle comprend que la clé de la survie du groupe aéronaval réside dans l'étagement et la combinaison des moyens défensifs, ce qui nécessite en retour un haut degré de coordination et donc d'importantes capacités de commandement et de contrôle. Toute la conception du système de combat Aegis jusqu'au développement des lancements verticaux Mk-41 qui permettent de lancer bien plus rapidement un bien plus grand nombre de missiles que les lanceurs alors existants, reposait sur la capacité de contrer les attaques saturantes de missiles anti-navires soviétiques. Corollaire logique, la problématique du porte-avions est d'abord celle du groupe aéronaval. Il s'agit de le défendre des menaces aériennes, sous-marines et de surface, et cela nécessite en retour de disposer d'une gamme complète de bâtiments. Ce sont eux qui rendent possible la constitution d'un groupe aéronaval en bonne et due forme, en particulier dans un contexte de haute intensité. L'heure n'est plus au déploiement presque anodin de porte-avions en mer Adriatique face à l'ex-Yougoslavie. En ce sens, en France, la décision d'abandonner un format à 4 forbins est sans doute l'un des premiers clous dans le cercueil de l'idée d'un deuxième porte-avions, avant même que cette idée ne soit plus sérieusement évoquée. Certes, 2 FREMM de défense aérienne ont compensé cette perte, au prix de celle de 2 FREMM anti-sous-marines, sur un programme qui avait lui-même été réduit de 17 à 8 unités. Mais elles n'ont pas la même puissance de feu en termes de salve d'un forbin, lequel, avec 48 missiles, ne dispose que de la moitié des tubes verticaux d'un Ulrich Burke américain, dont plus de 60 sont en service. Comparativement, au Royaume-Uni, on souligne qu'il est plus facile de trouver des possesseurs de frégates anti-sous-marines que des possesseurs de destroyers anti-aériens, en conséquence de quoi 6 types 45 Daring ont été construits sur un programme initial de 8 unités. Détruire un porte-avions du reste ne va pas de soi. Son déplacement et son volume rendent l'entreprise difficile, ce que l'expérience de la guerre des tankers dans le golfe Persique dans les années 80 confirme. Des pétroliers ont pu être touchés par des engins anti-navires, mais sans couler. De même, la guerre de 91 montre que pour un croiseur ou un porte-hélicoptère, toucher une mine n'entraîne pas forcément sa destruction. Il faut y ajouter que la conception des aménagements intérieurs et surtout l'équipage sont des vecteurs importants de maîtrise des dommages à bord. Or, le porte-avions est armé par définition par un équipage particulièrement nombreux. Mais ce qui est tenu pour vrai depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est-il encore exact alors que la Chine fait entrer en service des missiles balistiques hypersoniques sur ses appareils bombardiers mais aussi sur ses croiseurs type 0,55. Formellement parlant, on n'a pas encore assisté à un essai de DF-21D chinois à lancement terrestre ou de systèmes comme
l'YJ-21 qui aurait été tiré contre une cible en mouvement. L'Iran revendique lui aussi des engins balistiques anti-navires, mais n'a pas encore procédé à aucun essai complet contre un navire en mouvement. De leur côté, les États-Unis semblent avoir effectué des simulations d'impact et continuent dans le même temps de peaufiner leur dispositif antimissile, avec l'arrivée du radar SPY-6, des systèmes de commandement adaptés, mais aussi du missile SM-6, en plus du SM-3 Block 2 anti-balistique. La menace avec les missiles balistiques hypersoniques évolue donc, mais sans être pour autant totalement avérée, et qui suscite une réaction et une adaptation, jusqu'en France et même en Italie, avec l'Aster Block 1 NT. L'avenir dira donc si toutes ces mesures sont pertinentes. Mais le porte-avions est-il encore un investissement rationnel face au risque pour l'heure hypothétique de le perdre? Si le débat ne peut être clos, il peut être éclairé. En 2013, un pilote de l'aéronavale américaine, le capitaine Henry Hendricks, posait dans un rapport alors largement diffusé une question qui aura sans doute été jugée comme incongrue. Un porte-avions à quel coût? Le sous-entendu pouvait être résumé par l'illustration de couverture montrant un porte-avions en feu après une frappe de missiles balistiques anti-navires chinois, alors réputé être en service depuis 2 ans. L'analyse de l'auteur envisageait les notions de coût et de bénéfice sous un angle presque exclusivement budgétaire, tout en se concentrant sur le cas américain et ses très spécifiques supercarriers. Ces derniers sont avant tout conçus pour générer un grand nombre de sorties, y compris dans le cadre de frappes terrestres. Dans ce cadre, Hendricks développait son analyse sous 2 angles. Le premier est celui du coût brut d'utilisation des groupes de porte-avions américains, en avançant le chiffre de 6,5 millions de dollars par jour et par groupe, hors prix d'achat des bâtiments. Et ce, en sachant que ce montant inclut les coûts d'utilisation et de modernisation, personnel compris, de 5 bâtiments d'escorte et d'un sous-marin, en plus de ceux du porte-avions à proprement parler. Dans pareil cadre, Hendricks pose avec raison que l'enjeu principal de la disposition d'une marine est le fait d'assurer une présence en mer et que d'autres options que les groupes de porte-avions sont tout aussi satisfaisantes en termes de présence tout en coûtant moins cher. 5 destroyers étaient aussi évalués il y a 10 ans à 10 milliards de dollars de coûts d'achat et 1,8 million de coûts quotidiens. À ce stade, c'est déjà de coûts relatifs qu'il en est question. Le porte-avions est capable de choses inaccessibles au destroyer, même si ce dernier est armé de missiles de croisière. Dans le seul secteur de la lutte anti-navire à longue distance, la salve d'un destroyer est limitée pour l'heure à 8 engins. Celle d'un porte-avions dépasse facilement la centaine de missiles qui peuvent être tirés à une distance supérieure en fonction du rayon d'action des appareils embarqués. Le gain est également opérationnel. En effet, une fois en vol, les missiles de croisière ne peuvent être rappelés, tandis que la plupart d'entre eux n'ont pas la capacité propre aux appareils de combat dotés de pods, de rôdeurs, pour ensuite frapper en ciblage dynamique en fonction de la succession des besoins. Le spectre air-sol des appareils embarqués est par ailleurs plus large que celui accessible aux missiles de croisière. Interdiction et frappe dans la profondeur certes, mais aussi appui aérien rapproché ou encore des missions SCAR, Strike, Coordination and Reconnaissance. À cette question qualitative de l'avantage de l'aviation embarquée sur le missile de croisière s'ajoute l'avantage quantitatif de la multiplication des frappes. Un porte-avions de la classe Nimitz peut générer pour une courte période 120 sorties, y compris celles d'appareils de soutien, un chiffre qui en théorie doit s'accroître de 33% du fait de l'utilisation de catapultes électromagnétiques sur la classe Ford. La classe Ford, je reviendrai dans une autre vidéo, c'est assez intéressant. Mais ces catapultes sont également l'un des éléments qui accroissent considérablement le coût d'un Ford. 13,7 milliards de dollars contre 7 milliards pour le George W. Bush, dernier de la classe Nimitz. Comme l'indique Hendricks, le coût augmente de 94% pour un gain d'efficacité de 33%, du moins pour la première unité qui va essuyer les plâtres technologiques. Au-delà de cette question du coût du navire, les volumes de sortie quotidiens tels qu'ils sont actuellement calculés pourraient toujours, selon l'auteur, être surdimensionnés par rapport aux besoins. Durant la première phase la plus intensive d'Iraq Freedom, les porte-avions américains ont lancé jusqu'à 80 sorties quotidiennes. En fait,
L'arrivée des munitions guidées de précision a une conséquence révolutionnaire à l'échelon tactique. En effet, jusqu'en 1990, frapper une cible ou un objectif nécessitait un arrêt comportant plusieurs avions. Durant l'opération Desert Storm, un appareil doté de bombes guidées par laser et du pod de désignation adéquat frappe plusieurs cibles. En conséquence, à résultat identique, le nombre de sorties nécessaires diminue radicalement comparativement au ray classique. Hendrix s'attaque également à l'aviation embarquée, avec une comptabilité complexe. Les 120 millions de dollars de life cycle cost par appareil et formation de leurs pilotes n'incluent pas le coût d'une éventuelle modernisation, extension de vie opérationnelle, ni celui des munitions tirées. Le maintien des qualifications des pilotes aux spécificités de l'aéronautique navale impose un grand nombre d'heures de vol. En déploiement, 38 heures de vol par mois et par pilote de la Navy, dont environ 13 servent au maintien des qualifications. S'y ajoute la question des munitions. L'auteur estimant que de 2002 à 2013, 16 000 munitions aériennes ont été tirées par les appareils de l'US Navy, soit seulement 16 par appareil. En fin de compte, en plus de son propre coût, le lancement de chaque munition par un avion de combat revient donc à 7,5 millions de dollars. Pour Hendrix, ces coûts valident l'hypothèse de la nécessité de drones aériens de combat bénéficiant d'un niveau d'autonomie permettant des décollages et des appontages ou encore des ravitaillements en vol automatisés. Tels appareils permettraient de faire s'effondrer le nombre d'heures de vol mensuelles par pilote. Les drones ne voleraient qu'en cas de besoin opérationnel. Le reste du temps, leurs pilotes s'entraîneraient sur simulateur. De même, le potentiel de combat des machines serait utilisable jusqu'à 100 ans après leur mise en service. Dans la foulée, l'auteur préconise d'adapter ces drones aux grands bâtiments de débarquement amphibie, de manière à augmenter le nombre de plateformes depuis lesquelles ils pourraient opérer, qui sont aussi des plateformes moins coûteuses, plus compactes et moins vulnérables aux engins balistiques anti-navires. Se projetant dans la longue durée, Hendrix estime qu'une série de technologies ne pourront qu'accroître le potentiel destructeur des systèmes anti-navires. Dans pareil cadre, le porte-avions est d'autant plus une belle cible que la portée des engins balistiques serait de loin supérieure au rayon d'action des appareils embarqués. S'il faut louer la liberté d'expression laissée aux officiers américains et admettre que la monographie d'Hendrix a le mérite de remettre en question le primat du porte-avions aux États-Unis, son raisonnement est-il pour autant valable et est-il applicable aussi par ailleurs? Avant de répondre à cette question, sans doute faut-il remettre les propositions de l'aviateur naval en perspective. D'abord sur la surcapacité des porte-avions, mais aussi sur leur rôle fondamental. Aux États-Unis, le porte-avions est officiellement devenu, depuis la guerre froide, un instrument de dissuasion nucléaire, puis de frappe terrestre conventionnelle. L'A3 Sky Warrior avait par exemple une masse maximale au décollage de 37,8 tonnes, soit près de 4 de plus qu'un Mirage 4. Or, rares sont les États ayant développé leur aéronaval en dehors de missions organiquement navales. Guerre anti-sous-marine, éclairage au profit de la flotte, lutte anti-navire, défense aérienne. Si l'attaque contre la Terre est possible, elle est quand même exceptionnelle. Les attaques sur les bases navales de Tarente et de Pearl Harbor étaient considérées comme des innovations. En France, les missions navales dominent également, et si l'attaque terrestre peut servir de légitimation institutionnelle à la conservation de la capacité, ce rôle n'est pas systématiquement revendiqué. Par ailleurs, bon instrument de guerre navale, le Charles de Gaulle et son groupe aérien embarqué ne sont pas nécessairement adaptés aux fonctions d'attaque terrestre en combat régulier de haute intensité en termes d'emport d'appareils de combat et de nombre de sorties quotidiennes. Par nécessité de s'appuyer sur les réacteurs nucléaires développés pour les SNLE de la classe Triomphant, le bâtiment est ainsi sous-dimensionné pour ses missions dans un contexte de combat à haute intensité. Durant l'exercice Harmattan, les 16 appareils embarqués sur le Charles de Gaulle ont réalisé 1350 sorties en 120 jours, soit 11 sorties par jour, en sachant toutefois que le bâtiment et son groupe revenaient d'une mission agapante. Finalement, la vraie question est donc celle de l'utilisation du porte-avions. Si le porte-avions est considéré comme un instrument de guerre navale, il ne doit pas être trop grand. S'il est considéré comme une plateforme d'opération terrestre, sa taille et le volume de son groupe aérien doivent être conséquents. Se pose également la question du nombre et la disponibilité des navires.
Premier instrument de lutte anti-navire, le porte-avions est au cœur des task force de combat. À cet égard, la proposition d'Hendrix de doter les grands bâtiments amphibies de drones de combat semble a priori pertinente, parce qu'elle accroît le nombre de bâtiments cœur de task force disponibles et donc celui des task force pouvant être alignés. Restent cependant certaines limitations. Le drone ne peut pas tout en termes de mission et il aura un coût. La gestion du spectre électromagnétique sur les bâtiments, le poids de la guerre électronique sur la conduite des opérations et le fait qu'il n'existe tout simplement pas encore de véritables drones de combat sont sous-estimés par Hendrix. De même, la conception de ces drones aura un coût et il n'est absolument pas certain qu'ils pourront rester un siècle en service. Sachant que le rôle de la stratégie navale est d'assurer le contrôle des voies de communication, on a donc intérêt à ce que les porte-avions et porte-aéronefs adaptés soient disponibles. Si l'on prend le versant lutte contre la Terre, la situation est là tout autre. Un grand nombre de bâtiments n'est pas nécessairement requis. En fait, la véritable variable en la matière est plus la disponibilité que le nombre. Or, il existe différentes formes de disponibilité. Nous avons la disponibilité stratégique, soit le nombre de bâtiments immédiatement disponibles pour une utilisation opérationnelle. Les États-Unis maintenaient ainsi opérationnels en permanence 5 ou 6 navires sur les 10 en ligne, les autres étant en maintenance de plus ou moins longue durée. Nous avons aussi la disponibilité matérielle, qui renvoie à la disponibilité de chaque navire pris individuellement et qui ne penche pas nécessairement en faveur du porte-avions, du moins tel qu'il est géré aux États-Unis. Il faut en effet se rappeler que sur 50 ans de service, l'USS Enterprise n'a effectué que 25 déploiements opérationnels, tous d'une durée inférieure à 8 mois. Dans le cas français, ne disposer que d'un seul porte-avions signifie que la disponibilité stratégique est égale à celle de la disponibilité matérielle, ce qui est en fait un argument de choix pour les promoteurs d'un second porte-avions. Reste cependant qu'une disponibilité stratégique visant une permanence continue à la mer nécessite mathématiquement non pas 2, mais 3 ou 4 porte-avions, 3 ou 4 équipages et 2 groupes embarqués. La notion de permanence, souvent mobilisée dans les débats, doit donc être relativisée par la disponibilité stratégique. Or, à ce stade, ce qui importe n'est pas tant les jours passés en mer, même s'ils ont des avantages indéniables en termes de diplomatie navale par exemple, que le fait d'être présent au plus vite sur un théâtre, lorsque le niveau politique le demande. La question de la disponibilité du nombre est aussi une question de résilience des flottes aux attaques potentielles. L'attrition joue d'autant plus que le nombre de bâtiments est faible. Si l'on attend toujours de voir un exercice anti-navire balistique se terminer efficacement par la destruction de la cible, les Iraniens l'avaient tenté sans succès sur une barge fixe ayant la forme du Nimitz, la question la plus stratégique pourrait bien être celle de l'aptitude de la flotte à poursuivre les opérations en dépit des pertes. Or, si le drone embarqué est une solution potentielle, elle n'est peut-être pas la seule. La démonstration d'Hendrix ne va sans doute pas aussi loin qu'elle aurait pu aller. Ainsi, on peut s'interroger sur la nécessité de revoir le format ou plus précisément l'échelle des forces navales alors que les navires ne cessent de gagner en tonnage. En effet, d'autres avis divergent au sein même de l'US Navy. Face aux environnements littoraux et aux opérations en Asie, des propositions de plus grands destroyers, des sous-marins nucléaires d'attaque et des porte-avions dont était déjà doté l'US Navy, avec des porte-avions de 30 000 à 40 000 tonnes, donc plus légers qu'actuellement, des frégates légères de 2000 à 2500 tonnes, des corvettes polyvalentes de 1200 à 1500 tonnes et peut-être même des patrouilleurs rapides de 400 à 500 tonnes, en plus de petits sous-marins à propulsion conventionnelle ou anaérobie. En fin de compte, on assisterait ainsi à côté de l'usage de bâtiments STOVL à la renaissance du porte-avions d'escorte de la Deuxième Guerre mondiale, dont on peut se demander si elle ne sera pas facilitée à terme par l'apparition de petits réacteurs et l'usage aussi des catapultes électromagnétiques. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. Je vais continuer sur une série de vidéos sur les porte-avions avec l'US Navy, la France, ainsi que les autres pays. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ces vidéos. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.